Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Un pilier, une voix familière respectée, un homme intègre, de cœur, de terrain et de lettres. C'est par ces mots si justes que l'Assemblée nationale a rendu hommage mardi au député Olivier Marleix, mort le 7 juillet dernier dans sa maison en Eure-et-Loir. Un hommage partagé par toute la classe politique, un moment rare selon les mots du Premier ministre Sébastien Lecornu. Dans l'hémicycle, une oreille attentive, celle de son père, Alain Marleix. À la tribune, une voix attendue, celle de son frère que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Romain Marleix et merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur Sud Radio. Romain Marleix, je précise, vous n'êtes pas secrétaire général du groupe des sénateurs républicains, mais tout comme vous êtes directeur de cabinet de Mathieu Darnaud, qui est le président du groupe des Républicains. Sénateur de l'Ardèche. Sénateur de l'Ardèche, que je connais bien. Vous êtes ici pour témoigner d'abord de la mémoire de votre frère Olivier Marleix. Les Marleix, c'est une famille politique. Moi, j'ai entendu parler de votre papa, j'adore le Cantal, et voilà, c'est très bien. Un élu du Cantal, connu pour son découpage électoral, le découpage Marleix, voilà. Et puis, il a deux fils, il avait deux fils, votre frère Olivier qui nous a quittés, qui a mis fin à ses jours, et vous qui continuez dans cet engagement politique auprès de ce parti républicain, de la famille gaulliste, même si quelquefois c'est un petit peu moins gaulliste que ça a pu l'être. Et vous êtes au Sénat président, directeur de cabinet d'un président du groupe majoritaire. Les LR pèsent lourd parce que le Sénat, qui est la deuxième chambre, la majorité est constituée d'élus républicains. Et puis il y a aussi un groupe à l'Assemblée nationale dont Olivier Marleix était président. On se souvient d'un homme courageux, pourtant, j'allais dire, pas tempéré, mais qui essayait de poser des équilibres. Au moment de la réforme des retraites, il a joué un rôle très important dans cette répartition pour essayer de faire passer cette loi. Conciliateur, même s'il était ferme, s'il avait des convictions et des principes. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, vous n'avez pas dit le contraire. Il me semble qu'il manque dans le paysage parlementaire français. Alors évidemment, au-delà du manque personnel pour sa famille et tous ses amis, ce qui nous manque, je crois, et même moi dans mon engagement politique, c'est son côté rassurant. Il était très rassurant parce qu'il abordait l'actualité politique avec beaucoup de flegme, parfois un peu d'ironie d'ailleurs sur ses contemporains. Et donc il avait toujours cette hauteur de vue, raccrocher les événements dans le temps long. Quelles sont les grandes considérations historiques, politiques qui président aux grands événements contemporains. Et donc il avait toujours cette force de remettre les choses en perspective, de nous rassurer, de dire que c'était normal. Et finalement, ce regard sur le passé lui permettait souvent, sur beaucoup de sujets, d'avoir une longueur d'avance sur la nomination de Michel Barnier, sur le fait que Macron allait dissoudre, sur le fait que Macron n'aurait pas de majorité absolue en 2022. Donc il avait toujours des intuitions comme ça. Il avait prévu un petit peu cette situation. Un gaulliste authentique. Je vous dis ça parce que les Républicains, le général de Gaulle est mort il y a aujourd'hui plus de 50 ans. Plus que ça même. Il est mort le 9 novembre 1970. Que reste-t-il du gaullisme? Olivier Marleix faisait partie des hommes politiques républicains, fidèles aux valeurs du gaullisme, dans la lignée un peu de Philippe Séguin, et on le voyait bien par rapport à une évolution gaullienne du Parti républicain du temps de Jacques Chirac ou d'autres qui n'étaient pas si évidentes que ça. C'est pas le sujet du jour, mais je tenais à rendre cet hommage-là à Olivier Marleix, qui était un gaulliste convaincu et passionné dans son engagement politique. À l'Assemblée nationale, on l'entendait, un homme effectivement, comme vous dites, posé, rassurant, parce que maître de ses dossiers, et je l'ai vu pourtant de temps en temps dans les tribunes pousser un coup de gueule ou interpeller le gouvernement, ne pas se laisser faire, et il était craint par ce qu'allait devenir d'abord la Macronie, voilà, et puis la gauche également. Il faisait pas de quartier, et il est l'auteur de cet ouvrage qui sort, Dissolution française, très beau titre, qui résume parfaitement la tragédie que la vie politique française est en train de traverser, et la fin du macronisme. Alors sous forme d'interrogation, il s'avère que là aussi il était visionnaire, et que le macronisme, qui avait si glorieusement commencé lors d'une cérémonie au Louvre en mai 2017, finit de façon tout à fait différente. Dissolution française, l'ouvrage met bien le doigt sur la catastrophe institutionnelle que suppose cette dissolution de juin 2024.
Oui, alors au-delà du choix stratégique, évidemment de l'erreur stratégique d'Emmanuel Macron, d'ailleurs Olivier dans son ouvrage considère que c'est surtout le remplacement d'Elisabeth Borne par Gabriel Attal qui est finalement le nœud gordien, le péché originel qui empêche ensuite Emmanuel Macron d'avoir d'autres armes politiques après la défaite aux européennes. Plus de joker, voilà, il avait déjà tiré une cartouche. Après, pour Emmanuel Macron, puisque c'est un livre qui a pour titre effectivement Vers la fin du macronisme, il y avait quand même deux grands points que critiquait Olivier dans son ouvrage et qu'il a toujours critiqué chez Emmanuel Macron. C'est d'abord un phénomène qui est un peu conjoncturel, c'est-à-dire cette sorte de coup d'État technocratique et ce pouvoir qu'on donne à la superstructure pour des raisons qu'on pourra développer si vous voulez plus tard. Et l'autre grande critique, qui est sans doute beaucoup plus profonde et plus grave, c'est la tentation supranationale qu'une partie de nos élites a comme une sorte de réflexe pavlovien. La France n'est pas assez grande et ça ne vaut pas le coup de se battre pour l'indépendance nationale. Et c'est en ça qu'il est gaulliste, parce que l'alpha et l'oméga du gaullisme, c'est l'indépendance de la France. Et je pense qu'il croyait à la souveraineté du peuple, qui est la base de la démocratie et de la République, et qu'il défendait ses valeurs avec une conviction, une véhémence totale. Alors pour autant, le Parti républicain a deux entités. Il y a un groupe à l'Assemblée nationale qui est encore plus minoritaire que lorsqu'il était président. On est à un peu plus de 50 élus, alors que lui, il en avait un peu plus de 70. Et puis il y a le groupe dont vous êtes directeur du président au Sénat, avec deux personnalités très fortes. Laurent Wauquiez est le patron des députés LR, et après il y a eu Bruno Retailleau, mais Bruno Retailleau est un peu le leader des sénateurs républicains. On a l'impression que l'attelage est tiré un petit peu vers deux angles, et que quelquefois il n'y a pas, on a bien vu là sur certains projets de loi, pas des dissensions, mais peut-être un manque de coordination ou d'homogénéité. C'est une constante historique entre les deux groupes, puisqu'il y a déjà eu des groupes RPR, UDF, démocratie libérale, on appelait ça républicain indépendant à l'époque au Sénat. Ça a toujours existé. Et d'ailleurs, Olivier revient dessus dans son ouvrage en disant que finalement, c'est pas si grave. Les députés et les sénateurs, et d'ailleurs c'est la même chose pour les socialistes, c'est la même chose pour les macronistes. C'est deux mandats différents. Voilà, avec des circonscriptions électorales différentes, des électeurs différents, donc nécessairement des logiciels différents. Et donc tous les partis sont atteints de ces espèces de petites tensions comme ça entre députés et sénateurs. Et c'est pas si grave, il faut pas le dramatiser. Voilà, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Et il y a rien eu de dramatique. Et simplement, là en ce moment, on est en pleine période budgétaire, donc c'est un objet politique qui déclenche beaucoup de tensions entre les partis, à l'intérieur des partis. Et nécessairement, quand la partie budgétaire, la séquence budgétaire va s'arrêter, nécessairement aussi les tensions un peu retombent. Voilà. Alors, Laurent Wauquiez s'est prononcé pour sortir un peu de ce désordre politique et parlementaire. À un moment donné, il a dit qu'il faut avoir le courage de repenser une union des droites. Le RN n'est plus ce qu'il était, le lepénisme n'est plus ce qu'il était. Il faut envisager une union des droites, depuis, il citait Sarah Knafo ou Marion Maréchal, voilà, jusqu'au plus progressiste des élus républicains. Ça, c'est lui qui porte ce projet. Il semblerait que Nicolas Sarkozy soit aussi favorable, et depuis le fond de sa prison, il est un petit peu ourdi cette idée. Est-ce que cette vision d'une grande union des droites rassemblées pour les prochaines échéances, notamment la présidentielle, il faut arriver unis, on sait que c'est comme ça qu'on gagne une élection, est-ce que cette vision de l'union des droites était aussi largement partagée ou j'allais dire sereinement partagée au sein des sénateurs républicains aujourd'hui? Je pourrais pas vous dire pour les sénateurs, parce qu'il y a tellement de personnalités, d'avis différents. Pour Bruno Retailleau, qui est l'autre leader politique des Républicains, président quand même du parti, est-ce que Bruno Retailleau, de ce que vous en savez, ou de ce que vous avez pu échanger avec lui, ou même Mathieu Darnaud, est-ce qu'on serait sur cette même vision d'une grande union des droites à partir de Sarah Knafo et Marion Maréchal? Ils sont pas tout à fait, effectivement, exactement sur cette même ligne politique. Voilà. Après, alors là, je vais reprendre aussi ce que disait Olivier très souvent. C'est que lorsqu'on prône l'indépendance nationale de notre pays vis-à-vis des puissances étrangères, il faut aussi que notre parti politique soit capable d'être indépendant vis-à-vis de ceux qui ne lui veulent pas toujours du bien, notamment les macronistes ou le Rassemblement national. Donc évidemment, il faut faire l'union. On ne gagne jamais une élection sans faire l'union, donc sans faire l'union avec des partenaires naturels, mais jamais au détriment d'un socle fondamental de conviction. Voilà.
Romain Marlex, on parlait tout à l'heure de l'hommage qui a été rendu par l'Assemblée nationale à votre frère Olivier Marlex, qui a donc publié un livre posthume. Est-ce que vous en attendez quelque chose de ce livre? Vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous attendez des réponses, des prises de conscience, de responsabilité? Oui, alors il faut déjà, on espère entre guillemets que cet ouvrage sera un peu un des symboles de la fin de cette époque et de la fin de l'ère macroniste. Voilà, que ce livre puisse se propager, que les Français puissent le lire, qu'ils puissent comprendre les errements du macronisme. Encore une fois, cette tentation supranationale qui a conduit effectivement à l'affaire Alstom et à l'abandon de nombreux bijoux industriels, et plus généralement effectivement au fait que l'intérêt national passe au second plan. Donc ça, c'est vraiment sur le plan politique, doctrinal, la chose la plus importante. Et après, sur notre famille politique, bien, on espère que cet héritage gaulliste que lui-même, dont il a hérité, on espère que d'autres, à leur tour, en hériteront. Donc c'est, je dirais, un peu un manuel parlementaire à l'usage des futurs députés gaullistes. Voilà. Message reçu, Romain Marlex. Merci d'être venu. Je vous en prie, merci à vous. Et puis, on saura vous recontacter parce que je pense que vous aurez certainement d'autres témoignages à nous apporter sur la vie politique au Sénat. Merci d'être venu en tout cas. Allez, vous restez bien avec nous.